Donc bonjour à tous, donc deuxième leçon sur le son et dernière leçon. La semaine prochaine on attaquera notre domaine, on attaquera donc la lumière, hein, mais avec un peu de même état d'esprit. Donc là on étudie l'onde sonore et donc la semaine prochaine ça sera l'onde lumineuse. Bon, alors concernant cette deuxième leçon sur le son, voilà ce qu'on va faire. Donc on a étudier ce qu'on appelle quelques caractéristiques d'un son. C'est-à-dire, donc je vous rappelle cette courbe, comment on l'obtient. Donc cette courbe correspond par exemple à l'enregistrement d'un son par un microphone. On obtient cette courbe, hein, donc la tension en fonction du temps. Alors, que permet-elle cette courbe? Elle permet, comme on l'a vu, d'avoir de connaître deux grandeurs. Donc on mesure la période t. À partir de cette période, on calcule la fréquence. Et en ayant donc la valeur de la fréquence, on peut savoir si on a un son audible, un infrason, un son grave, un son aigu. Donc ça, on appelle ça donc la période et la fréquence. On appelle ça des caractéristiques d'un son. Alors, mais il y en a d'autres. Donc dans cette leçon, on va voir d'autres caractéristiques d'un son. Et puis ensuite, on fera deux applications en musique et pour on étudiera le sonar. Voilà. Alors, quelles sont ces autres caractéristiques? Eh bien, l'autre caractéristique, c'est celle-là, hein, celle qui vient. Donc, cette hauteur-là, on appelle ça l'amplitude. Alors, pourquoi c'est important de connaître l'amplitude pour un son? Eh bien, c'est important parce que, en gros, la valeur de l'amplitude nous renseigne sur la puissance du son, si le son est fort ou pas fort. D'accord ? Voilà, donc plus cette tension est forte, plus le son sera fort. Voilà. Alors, par exemple, hein, ici j'ai deux sons, hein, j'ai ce son-là. Hein. Alors ça, je vais l'appeler d'une façon générale, cette tension, on va appeler ça d'une façon générale un signal sonore. Hein. Donc j'ai deux signaux sonores, hein, celui-là et celui-là. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce son-là, hein, ce signal sonore, correspond à un son plus fort que celui-là. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, ça se mesure, hein, la force d'un son, la puissance d'un son, ça se mesure. Alors, simplement, l'appareil, donc il suffit de mettre, donc il y a un son qui est émis, on met l'appareil, et il y a un petit cadran et on lit la valeur. Alors simplement, ce n'est pas des volts qui sont indiqués, hein, c'est pas l'amplitude. Ce qui est indiqué, il y a deux appareils possibles, il y en a qui peuvent donner l'intensité sonore, et d'autres qui peuvent donner le niveau sonore. Alors l'intensité sonore, ça se note I, l'unité c'est des watts par mètre carré, et le niveau sonore, ça se note grand L, et l'unité c'est des décibels. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais parler un petit peu des valeurs, hein, des différentes valeurs, et pourquoi il y en a deux. Hein. Voilà, donc il y a deux appareils qui donnent des valeurs, différentes, alors la différence un petit peu entre les deux. Alors, d'abord pour I, l'intensité sonore. Alors le son le plus faible que l'on puisse entendre, alors bien sûr c'est comme la vue, c'est comme l'ouïe, c'est pour une personne moyenne on va dire, hein, on n'a pas tous le même seuil, hein, mais pour une personne moyenne, pour un certain son, un son de 1000 Hz, eh bien c'est cette valeur là. Donc ce qu'on peut constater en tous les cas c'est que c'est très faible, hein, puisque c'est 10 moins 12, donc il y a 12 zéros avant le 1, d'accord, donc c'est très très faible. Et le son le plus fort, alors qu'est-ce que j'appelle le son le plus fort? Eh bien, un son de telle sorte que si vous l'entendez, eh bien votre tympan se déchire. Voilà. Hein, c'est-à-dire que le tympan est complètement détruit. Eh bien, la valeur est de combien? Elle est de 1000. Hein, elle est de 1000, 10 puissance 3. Donc, vous voyez, ça va de 10 moins 12 à 10 puissance 3. 10 puissance moins 12 à 10 puissance 3. Donc, il y a un rapport combien? Il y a un rapport 10 puissance 15. Hein. Donc, c'est énorme, hein, 10 puissance 15. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc de 9 à 15, il faut 6, donc ça fait 1 million de milliards. Hein. Il y a un rapport qui vaut 1 million de milliards. Donc on a une plage très très grande, hein, de valeur. Alors ça c'est bien parce que voilà, on peut avoir voilà, on peut mettre beaucoup de valeurs, mais c'est un inconvénient. Alors je vais vous expliquer là cet inconvénient. Cet inconvénient est le suivant. Par exemple, je mesure l'intensité sonore de 4 sons. Voilà, j'ai ces valeurs-là. Et ces 4 sons, je veux les représenter sur les intensités sonores, je veux les représenter sur un axe. Donc je mets un axe gradué, voilà, ici, et puis je représente. Alors la première intensité, donc elle vaut 1 fois 10 puissance moins 1, donc c'est ici, voilà, donc ça c'est I1.
la deuxième intensité, pour le son numéro 2, c'est 1 fois 10 puissance moins 2. Donc c'est ici, hein, d'accord, hein, voilà, j'ai gradué 1 fois 10 puissance moins 2, 2 fois 10 puissance moins 2, 3 fois 10 puissance moins 2, etc. Donc le son 2 est ici, d'accord. Alors le son 3, 10 puissance moins 6. Vous voyez, 10 puissance moins 6, c'est bon, par là, quoi. On ne peut pas le mettre. Hein, voilà, on peut pas mettre le son, l'intensité du son 3. Et pareil, on ne pourra certainement pas mettre le dernier. Donc voilà, ça pose un problème. On peut pas, les valeurs sont tellement différentes qu'on ne peut pas les représenter toutes sur le même axe. Alors, c'est ce que permet l'autre grandeur, le niveau sonore. Alors, ça se calcule, il y a une relation entre l'intensité sonore et le niveau sonore. Bon, vous n'avez pas à connaître la relation, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'intensité sonore augmente, quand l'intensité sonore diminue, là, ici, hein, puisqu'on est de 10 moins 1 à 10 moins 10, eh bien, le niveau sonore diminue, hein, ça varie en sens inverse. Hein. Plus I augmente, plus L augmente. Bon, alors voilà, donc voilà les valeurs, hein, donc on a 110 décibels, 60 décibels, 20 décibels, et vous comprenez bien que ces quatre valeurs, on peut les représenter facilement sur un axe, hein, voilà, on gradue comme ça. Donc 110, eh bien, on a L1, le niveau L1, 100, le niveau L2, pour le son 3, 60, et le son 4, 20. Oui, alors je me suis trompé, hein, c'est 20, c'est ici, d'accord. Voilà, donc on les a représentés sans problème. Donc voilà, donc la relation elle n'est pas simple hein, entre I et L. Bon, ça ne fait pas partie du programme de seconde, donc vous admettez que à cette valeur-là, à cette intensité sonore-là, correspond ce niveau sonore-là. Donc voilà, hein, voilà ces deux grandeurs, ces deux caractéristiques en plus d'un son. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va voir ça aussi. Alors, vous voyez, donc là, j'ai deux sons qui sont représentés. J'ai ce signal-là et ce signal-là. Alors, ça, on a déjà vu, mais ça, on n'a pas vu. Ça, c'est un petit peu bizarre. Alors, il faut que j'explique pourquoi, parfois, quand on enregistre des sons, on obtient ça. D'accord? Nous, on a toujours vu ça. Donc, pour ça, il faut que je réexplique un petit peu cette courbe-là. D'accord? Donc, je vais la réexpliquer. Voilà. Alors, cette courbe-là, je vais plutôt me mettre comme ça. Cette courbe-là, voilà comment on la produit. Alors par exemple, ça c'est un haut-parleur que je mets voilà, à la position. Voilà. Le haut-parleur est à sa position initiale, le petit trait c'est la position initiale, et cet haut-parleur vibre. D'accord. Alors il vibre, voilà, donc il vibre comme ça, de droite à gauche, voilà. Donc il a une certaine tension, et cette tension, bah, c'est celle-là. D'accord, c'est celle-là. Alors on peut dire aussi que ça peut représenter la membrane d'un microphone. Ici, on a une compression, donc cette compression donc, pousse la membrane à gauche. Ensuite, on a une dépression, donc la membrane est poussée à droite. Hein, compression, dépression, voilà. Ça peut représenter aussi la tension aux bornes d'un microphone. Ça représente aussi le mouvement des molécules de l'air ou le mouvement d'un des points de la membrane. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, j'ai par exemple la membrane d'un haut-parleur ou d'un microphone. Et voilà, j'ai dessiné le petit point ici. Et je fais représenter le déplacement de ce point, hein, c'est-à-dire quand ça se déplace à droite, voilà, il y a une certaine distance ici, puis à gauche, voilà, il y a une autre distance, voilà, en fonction du temps, d'accord? Eh bien, on obtient cette courbe-là. Voilà, donc ça, je vais vous le montrer, hein, parce que j'en ai besoin pour la suite. Alors voilà, je vous montre ça ici. Donc ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en marche. Donc on attend, voilà, donc j'agrandis. Donc la membrane va à gauche, voilà, donc la position diminue, voilà, donc là on est à gauche de la position d'équilibre. Ensuite la membrane va à droite, donc voilà l'évolution de la position, hein, le déplacement de la membrane. Hein. Là c'est la position d'équilibre, il croise juste le niveau 0, voilà. Et il revient à sa position d'équilibre ici. Donc cette courbe représente le déplacement de ce point, donc la distance entre ce point et la ligne rouge, la position d'équilibre. Donc vous voyez, je vais marquer déplacement, c'est des micromètres, hein, c'est-à-dire que moi j'ai amplifié bien sûr le déplacement pour qu'on puisse voir. D'accord? Donc ça en fait on avait vu. Hein, on avait vu. Alors, maintenant, la membrane d'un haut-parleur, elle vibre comme ça, mais elle peut vibrer d'une façon un peu plus complexe.
hein, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, comment la membrane d'un haut-parleur pourrait vibrer, ou d'un microphone, hein, ça dépend. Hein. Ça pourrait vibrer comme ça, par exemple. Donc la membrane part à droite, comme ça. Elle revient un petit peu à gauche et repart à nouveau à droite pour ensuite aller complètement à gauche. Elle revient un petit peu à droite, repart à gauche et revient comme ça, ainsi de suite. Donc on a, si vous voulez, c'est pas un aller-retour simple, là, ce que je fais. C'est un aller-retour, on va l'appeler complexe, hein, voilà. Voilà, c'est un petit peu complexe. Et donc à ce moment-là, eh bien, ce point va... Donc je remets ici. Donc on va obtenir une autre courbe pour le mouvement de ce point. Donc on va regarder un petit peu. Donc avec un tel déplacement, voyons voir un petit peu la courbe qu'on va obtenir. Donc c'est une courbe différente qui est logique. Voilà, donc je vous montre le type de courbe. Donc j'agrandis pour qu'on voit mieux. Donc là, il est parti. Voilà, donc là, il va complètement à droite. Donc il va à gauche maintenant. Voilà, il commence à revenir, mais il s'arrête. Et il va à gauche. Voilà. Il va complètement à droite. Voilà. Il revient un petit peu, donc c'est ce qu'on voit ici. Il revient un peu, donc sur la courbe. Là, il va à nouveau à droite. Là, il va complètement à gauche. Voilà. Il revient, mais il repart en arrière. Et enfin, il finit sur sa position d'équilibre. Donc vous voyez, on n'obtient pas la même courbe qu'avant. Hein. On a une courbe un peu complexe là. Donc je vais revenir, voilà. Et dans d'autres situations, eh bien, on peut avoir ce type de courbe. Alors, ce type de courbe porte un nom. On appelle ça une sinusoïde. On appelle ça une sinusoïde. Voilà. Et donc, on a une courbe qui est périodique, sinusoïdale. Hein, voilà ce qu'on va dire. Et ici, on va dire qu'on a une courbe qui est périodique. Hein, on voit bien qu'il y a un motif qui se répète, hein, ce motif-là, hein, de là à là, hein, ce motif-là se répète. Donc on a une courbe qui est périodique, non sinusoïdale. Donc du coup, il va exister deux types de sons. Les sons purs. Donc un son pur est un son pour lequel le signal sonore est une sinusoïde. Et les sons complexes. Les sons complexes, c'est un son pour lequel le signal sonore est périodique, non sinusoïdal. Donc voilà, hein, deux types de sons. Donc ça, c'est voilà, dans le cours, c'est une nouvelle notion. Deux types de sons, son pur, son complexe. Voilà. Alors voilà, ça c'est un certain type de son complexe, mais on peut avoir ça. Hein, voilà. Donc vous voyez, donc là on a une vibration très complexe. Hein, voilà, on peut avoir ça pour une voix ou pour les instruments de musique. Voilà. Alors pour vous montrer que la vibration d'une membrane, d'un haut-parleur ou d'un microphone peut être compliquée, parce que finalement ce que j'ai fait là c'était assez simple, il y a plus compliqué comme vibration de membrane. Je vais vous montrer. Et donc ces vibrations complexes donnent des courbes complexes. Alors donc ça veut dire donc mouvement, diaphragme c'est membrane, et ça c'est haut-parleur, hein, d'accord. Donc voilà, donc on va voir des mouvements complexes. Alors là, il précise que scale c'est échelle, c'est-à-dire que l'échelle n'est pas respectée. Hein, c'est comme moi, c'est-à-dire que vous allez voir une membrane vibrer avec une grande amplitude, mais en réalité c'est des micromètres. Hein. Donc on y va. Donc la membrane, ils l'ont dessinée plane. Hein. Donc voilà, donc là c'est des allers-retours, c'est la vibration sinusoïdale qu'on a vu au début du cours, classique. D'accord, vibration sinusoïdale d'une membrane. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai montré. Voilà, alors maintenant ça peut se balancer, un rocking ça veut dire balancer. Donc voilà, donc là on a une vibration un petit peu plus compliquée, c'est pas des allers-retours simples. Voilà, une membrane d'un haut-parleur ou d'un microphone peut vibrer comme ça. On peut avoir l'addition des deux, on peut cumuler les allers-retours et le balancement. Donc là, vous comprenez, ça fait des vibrations compliquées, hein, des vibrations complexes. Voilà, donc on en regarde encore un. Voilà, donc la membrane, elle peut vibrer comme ça aussi. Hein. Alors, bien sûr, ça ne se voit pas tout ça, c'est des micromètres. Hein. Et puis, je voudrais vous montrer juste à la fin, parce qu'on voit bien que c'est un cône. Voilà, donc voilà, à partir de là. Allez. Voilà, donc ça peut vibrer aussi comme ça. Donc, alors, non, c'est juste un petit peu avant. Voilà. Donc là, donc ça vibre de cette forme-là. Mais simplement, voilà, on peut avoir un cône comme pour un haut-parleur. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon bref, tout ça pour vous expliquer que les vibrations des membranes, elles peuvent être complexes, et donc du coup, ça engendre des sons complexes. Voilà. Bon, alors,
ce qu'on va voir maintenant, donc deux applications. Alors là c'est plutôt, c'est une application sur la musique, bon, entre guillemets application. Hein. Donc je vais employer des termes que les musiciens emploient, mais qui sont liés à la physique quand même. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un son qui a été enregistré par un diapason. Donc le diapason, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré ça en cours. Hein. C'est l'espèce de fourche en métal, on la frappe avec un marteau et on met ça sur une petite caisse en bois qui résonne. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, si on enregistre le son qui provient d'un diapason, voilà ce qu'on obtient. Donc, on a une sinusoïde, donc il s'agit d'un son pur. Si on enregistre un son qui vient d'une clarinette, voilà pour la note La, eh bien, voici ce que l'on obtient. Donc, on a un son complexe. Alors, dans ces deux sons, on constate, vous voyez, que la période est la même, hein, 2,27 millisecondes. Voilà. Donc, les périodes étant les mêmes, les fréquences sont les mêmes. Alors, les musiciens, ils ne vont pas parler de fréquence. Eux, ils vont parler de hauteur. Hein. Ils vont dire la hauteur de ces deux sons est la même. Hein. Voilà ce qu'ils vont dire. Hein. Voilà, donc les musiciens parlent de hauteur, les physiciens parlent de fréquence. Hein. C'est analogue. Voilà, donc on peut calculer donc la fréquence. Hein. Donc si dans un exercice on vous demande la hauteur du son, eh bien, ça veut dire qu'il faut calculer la fréquence. Donc là, il faut appliquer la formule F égale 1 sur T, hein, qui est ici. Vous mettez le T, donc c'est 2,27. Attention, il faut le mettre en secondes, donc il faut convertir ici, donc 10-3. Vous faites votre petite conversion au brouillon. Voilà, on calcule ça et on trouve 440 Hz pour ce son-là. 440 Hz pour ce son-là, ça correspond à un La. Donc là, on a deux La. Les sons ont la même hauteur. D'accord ? Alors cependant, quand on joue la note La avec un diapason, et quand on joue la note La avec une clarinette, hein, le même La, on n'a pas la même sensation auditive. Hein, voilà, c'est pas du tout pareil. Eh bien, ça vient justement, ça c'est un autre terme qu'on va voir, ça vient justement de la forme de la courbe là. Vous voyez, on a une sinusoïde, là on a une courbe périodique non sinusoïdale. Eh bien, ça joue sur la sensation auditive. Alors les musiciens, ils parlent de timbre. Hein. On dit que ces deux instruments n'ont pas le même timbre. Alors, scientifiquement, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, vous voyez, la vibration n'est pas la même. Là, on a une vibration simple et une vibration complexe. Donc, concrètement, des sons, des signaux sonores qui n'ont pas les mêmes variations, eh bien, ce sont des sons qui ont des timbres différents. D'accord. Donc voilà, sur une période, là vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes variations, là ça descend un petit peu, pas ici, là, vous voyez. Donc du coup, les timbres sont différents. Hein. Là, ça veut dire que la sensation auditive sera différente. Voilà, alors je vais vous montrer maintenant, voilà, deux sons. On va comparer ces deux sons, hein, ce son-là et ce son-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les caractéristiques de ces deux sons? On peut dire qu'ils ont la même période, hein, vous voyez, là on a un motif ici, la même période, 2 millisecondes, donc la même fréquence. L'amplitude est différente, donc les intensités sonores et les niveaux sonores seront différents, hein, pour ces deux sons. En revanche, la sensation auditive, à part le fait bien sûr qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, la sensation auditive sera identique puisque les variations sont les mêmes. Hein, on aura la même sensation auditive. Concrètement, ça veut dire qu'il s'agit du même instrument. Hein, ça veut dire ça. Donc voilà, hein, hauteur et timbre. Donc là, la hauteur est la même pour les deux sons et le timbre est le même. Seule l'intensité sonore et le niveau sonore sont différents. Voilà, alors enfin, dernière application, on va parler un petit peu du sonar. Donc là on a un bateau qui est sur un lac et le bateau est muni d'un sonar et grâce à ce sonar on peut connaître la profondeur du lac. C'est-à-dire qu'on peut connaître la distance D là. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, sous le bateau, il y a un petit émetteur. Alors, c'est des ultrasons qui sont envoyés. Donc, il y a des ultrasons qui sont envoyés ici. Ces ultrasons frappent le fond du lac et sont réfléchis. Donc, il y a un ultrason qui remonte. Donc, ils l'ont dessiné ici, mais en fait, ça fait le même trajet. Hein. Ça sera ici. À côté de l'émetteur, on a un récepteur, voilà, qui reçoit l'onde. Et à côté de ce dispositif, on a un autre dispositif qui chronomètre la durée de propagation de l'onde ultrasonore. Hein. C'est-à-dire que quand l'émetteur émet un son, le chronométrage est lancé, et quand le récepteur reçoit le son, le chronométrage s'arrête. Donc le dispositif connaît la durée de l'aller-retour de l'onde sonore. Et grâce à cette durée, on peut connaître la profondeur du lac. Comment on fait?
Eh bien, il faut utiliser la formule de la célérité de l'onde, hein, V égale D sur T. Donc là, il s'agit de la célérité dans l'eau. Hein. La célérité dans l'eau, c'est 1500 mètres à la seconde, hein, c'est pas 340 mètres par seconde, ça c'est dans l'air. Donc on connaît, ça c'est une valeur qui est connue, hein, on trouve ça dans les tables, hein, la célérité dans l'eau. Et puis donc la formule, hein, c'est la distance divisée par le temps. Donc la distance, c'est la distance parcourue par l'onde. Donc l'onde va parcourir la distance d et revient. Donc l'onde parcourt 2 fois la distance d. Hein. C'est pour ça qu'au numérateur, il y a 2d. Et Tc, c'est la durée du chronométrage, hein, c'est la durée de l'aller-retour, qui est donnée par le dispositif. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la distance d. Donc il va falloir faire un calcul littéral. Donc je vous rappelle, quand vous avez un calcul littéral, hein, la première chose à faire, c'est enlever la barre de fraction. Hein. Si vous avez une barre de fraction, il faut l'enlever. Donc pour ça, il faut faire un produit en croix. C'est la première chose à faire. Donc là, on a une barre de fraction, produit en croix. Donc le TC monte à gauche, là, produit en croix. Donc on obtient ça. Et ensuite, on regarde s'il faut continuer ou pas. Alors nous, on cherche D. Donc D, on voit bien qu'il n'est pas isolé, puisqu'il y a le 2. Hein. Il faut qu'il soit tout seul à côté du signe égal, donc il faut continuer. Donc il faut refaire un produit en croix, mais à l'envers. Donc le 2 va descendre, et voilà le résultat final. Il ne reste plus qu'à calculer. VO, c'est connu. La durée TC, bon là, voilà ce qui a été trouvé, divisé par 2, et on fait le calcul. Voilà. Voilà pour cette leçon.